Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La France interdit le tabac dans les lieux publics dès le 1er février 2007. Les bars, les restaurants, les hôtels, les discothèques ont un sursis. La loi anti-tabac s'appliquera pour eux en janvier 2008. Xavier Bertrand, ministre de la Santé, est l'invité de ce journal. Le vaccin anti-grippe arrive dans les pharmacies cette semaine. 2 nouvelles souches sur 3 composent le cocktail de l'hiver. Un vaccin gratuit pour les plus fragiles, plus de 10 millions de personnes concernées. La rentrée universitaire demain dans de nombreuses facultés. Plus de 12 millions d'étudiants vont reprendre ou ont repris le chemin des amphis, comme à Nanterre. La fin des défilés du prêt-à-porter printemps-été 2007. Sur le podium, les collections Lacroix, Hermès, Lanvin et Vuitton, avec un thème en commun, la féminité éternelle. Au centre Pompidou, enfin, exposition Yves Klein, le bleu Klein a coloré les nuits blanches parisiennes. On le retrouvera sur les toiles de l'artiste mort si jeune, à l'âge de 34 ans, un peintre à l'avant-garde. C'est donc décidé, la France après l'Irlande, l'Italie, la Suède, l'Écosse s'impose une interdiction totale de fumer dans les lieux publics. Un plan en 2 étapes, à 2 vitesses. À partir de février prochain, tolérance zéro pour les fumeurs dans les entreprises, les bureaux, les administrations. Un sursis d'1 an a été accordé au tabac, cafés, hôtels et restaurants. Le détail d'abord de ces mesures anti-tabac et la NUG. Fumeurs, attention, un nouveau code de bonne conduite va bientôt s'imposer. Dès le 1er février prochain, l'interdiction de fumer sera totale dans tous les lieux publics. Les hôpitaux d'abord, mais aussi les lieux d'enseignement, collèges, lycées et universités, et les lieux de travail, entreprises et administrations. Seule tolérance dans l'enceinte des universités et des hôpitaux. La cigarette sera permise dans les lieux ouverts, type jardin et patio. Ma conviction, c'est que les Français sont aujourd'hui prêts. Nous avons beaucoup débattu de cette question. La situation est mûre dans notre pays compte tenu des expériences que nous connaissons à l'étranger. Pour les cafés, hôtels, restaurants, casinos et discothèques, l'interdiction frappera le 1er janvier 2008. 1 an de sursis donc pour leur permettre de s'adapter en créant des pièces fumoirs avec des systèmes d'extraction de fumée, des espaces clos où aucune consommation ne pourra être servie. À défaut, l'établissement sera entièrement non fumeur. Tout contrevenant sera passible d'une amende, 68 € pour le fumeur récalcitrant, 135 pour le patron de l'établissement quel qu'il soit, chef d'entreprise, proviseur ou cafetier, 135 € multipliés par le nombre de fumeurs. Inutile d'appeler la police, l'infraction pourra être constatée par un inspecteur du travail ou un médecin de la DAS. L'amende sera payable en timbre-amende qu'on devrait pouvoir acheter dans les bureaux de tabac. Et on n'a pas fini de commenter ce décret anti-tabac qui vient renforcer, durcir la loi E20. Que l'on soit fumeur ou non fumeur, on est forcément concerné. Et chacun a un avis sur la question, comme le montre ce reportage à Poitiers de François Privat et Alain Darigrand. Volutes de fin de repas dominical, en famille, la cigarette vient toujours après le café. Une tradition bientôt prohibée. Je fume, certes, mais la fumée des autres me dérange. Donc j'imagine que ma fumée dérange les autres également. Mais ça m'ennuie quand même, de ne pas pouvoir fumer éventuellement là où ça me plaît. Depuis 15 ans, c'est le cas dans tous les halls de gare, fumer est interdit dans les lieux à usage collectif, en dehors des zones réservées aux accros de la cigarette. Pour les TGV, c'est plus récent, décembre 2004. Et à chaque arrêt, un rituel s'est installé. Et dans le train, on s'en passe? Dans le train, ouais. Bon, après, dans le train, il y a d'autres choses à faire, de la lecture, un petit dodo, des choses comme ça. Donc, c'est pas le plus important. C'est nous qui ne sommes plus respectés. Nous on respecte les non-fumeurs. Donc on pourra avoir aussi notre endroit à nous. Mais ce comportement pose des petits problèmes à la SNCF. On perd beaucoup de temps avec les fumeurs qui sortent dehors et on est obligé de les surveiller en permanence. Voilà. Ça met les trains en retard? Tout à fait. Grande tension et cigarette quand on joue aux courses, mais opinion modérée. Je pense que c'est une très bonne décision, ne serait-ce que pour le tabagisme passif. Au bistrot du coin, pas de pause café sans cigarette. Avant de reprendre le travail, ça nous permet de nous détendre et de penser, de se déstresser, on va dire. Un plaisir bientôt interdit, peut-être le moment d'écraser sa dernière cigarette. Et la nouvelle législation s'appliquera, elle, on l'a dit, au 1er janvier 2008 pour les bars, les tabacs, les discothèques, les hôtels et les restaurants. Un sursis jugé souvent insuffisant. Les professionnels sont inquiets, réclament des aides. Agnès Monteux, Philippe Quéroux. Interdit de s'en griller une d'ici 2008, même dans les bars tabac.
Un paradoxe pour ce buraliste installé depuis 7 ans, lui-même non-fumeur. Qui nous laisse travailler en paix. On est une entreprise qui nous laisse à chacun le choix. Où on veut être fumeur, ou on ne veut pas être fumeur. Ou sinon qu'ils interdisent carrément tout. Qu'ils interdisent la vente, qu'ils nous retirent tout et qu'ils reprennent tout. Derrière le comptoir, chacun y va de son exemple pour mettre à mal cette nouvelle réglementation. Si les gens ils achètent un baguette d'ici, ils n'ont pas le droit de fumer, autant vous allez acheter une paire de chaussures et vous n'avez pas le droit de les mettre, les essayer sur place, ça sert à rien. Voilà. Bien sûr, il y aura la possibilité d'installer des fumoirs. Mais beaucoup, comme M. Mayonaube, buraliste depuis 30 ans, ne pensent pas pouvoir s'équiper. Ça coûtera quand même assez cher puisqu'il faudra des extractions accessibles et donc il faudrait qu'il y ait des subventions, sinon on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui on nous enlève tout, on nous enlève le pain de la bouche. On va arrêter de se faire enlever le pain de la bouche. Il faut se mettre en colère. Il y a 48 heures, réunis pour leur congrès, les buralistes avaient déjà exprimé leurs craintes devant une baisse de leur chiffre d'affaires qu'ils estiment à 30%. Ce soir, ils laissent planer une menace sur le gouvernement. Je ne sais pas s'ils se rendent compte qu'il y a des élections derrière, mais je crois dans une année d'élections, c'est pas bon de prendre des décisions aussi drastiques qui vont mettre en colère les Français. 1 an de sursis, ils estiment que c'est trop peu pour s'adapter. Ils demandent de s'inspirer d'autres modèles, comme en Italie, où les buralistes ont eu 2 ans de répit. Xavier Bertrand, bonsoir. Beaucoup de questions concrètes, mais d'abord, je dirais que ce décret porte votre nom, c'est dire l'importance que vous y attachez. Donc, il fallait accélérer, il fallait aller plus vite, il fallait mettre le turbo, alors que la mission parlementaire, elle, pensait qu'il fallait le faire avec un tempo moins rapide. C'est une grande avancée de santé publique qui a été décidée à la fois pour protéger la santé de tous, non-fumeurs comme fumeurs, mais aussi pour mobiliser l'ensemble de la société. Il y a 2 chiffres qu'on ne peut pas oublier. 60 000 personnes meurent du tabac parce qu'elles fument, mais près de 6 000 meurent du tabac alors qu'elles ne fument pas. C'est le tabagisme passif. Nous savons quelle est cette réalité, mais il n'y a pas de fatalité et on peut réussir comme sur la sécurité routière. Il y a eu la volonté du président de la République avec le plan cancer et l'engagement aussi du Premier ministre sur ce dossier. C'est la fin de la cohabitation des fumeurs et des non-fumeurs. La cohabitation forcée fumeurs-non-fumeurs qui est maintenant terminée. Alors si vous voulez, on va être très concret. Dans la pratique, au travail, au bureau, dans les entreprises, dans les écoles, dans les collèges, c'est la tolérance zéro. À partir du 1er février, plus de 25 millions de Français vont voir les choses changer. Il n'y aura plus de tabac sur les lieux publics. Cette interdiction est claire. Donc il n'y aura plus d'espace fumeur. Alors par exemple, dans les entreprises, et ça concerne tant de salariés, est-ce qu'il y aura un endroit où on devra fumer? Est-ce qu'on pourra aller que sur le trottoir? Ce sera le trottoir ou l'abstinence? Ou est-ce qu'il y aura ces fameux fumoirs? L'entrepreneur pourra avoir cet espace fumeur fermé s'il respecte les nouvelles normes que nous allons mettre en place dans le décret qui sera publié avant la fin du mois de novembre. C'est-à-dire qu'il faudra des critères très précis pour l'extraction de la fumée, encore une fois pour protéger la santé de tous. Mais attention, dans les hôpitaux, comme dans les écoles, les collèges, les lycées, il n'y aura pas de ce type d'espace. Nous avons fait le choix que dans ceux-là, qui dépendent de la responsabilité de l'État, il n'y aura pas ce type d'espace fumeur. Vous parlez de ces fumoirs avec des normes très strictes. Oui. On a l'impression qu'il y a un certain flou qui entoure finalement ces fumoirs. C'est ce que disent, alors on y reviendra, mais les professionnels de la restauration, des hôtels. Il n'y aura aucun flou dans le décret parce que nous avons pris le temps de la concertation. Nous avons interrogé les uns et les autres pour aller dans le détail et nous avons bien tiré les leçons aussi de ce qui s'est passé avec la loi E20. La loi était générale, mais le décret pris en fin 92, lui, n'allait pas dans le détail. Nous avons tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé. Alors, pour les fumeurs qui souhaitent arrêter, est-ce que la Sécu va prendre en charge le sevrage et de quelle façon? Oui, parce que nous ne voulons pas seulement avoir cette décision d'interdiction, mais nous voulons faire ce qui n'a pas été fait ailleurs, aller plus loin. C'est-à-dire que nous allons permettre de doubler le nombre de personnes qui ont recours à des patchs, à des gommes ou à des médicaments pour arrêter de fumer. Nous allons passer de 600 000 à 1 200 000 personnes. Nous allons aussi doubler les consultations de tabacologie parce que certaines personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est pas facile d'arrêter de fumer, ont besoin d'un soutien. Et nous allons aussi aider davantage les associations anti-tabac. Ça, c'est pour la sécurité sociale. C'est un engagement de près de 100 millions d'euros par an que nous voulons faire de façon à pouvoir accompagner les fumeurs et profiter encore une fois de ce déclic provoqué par cette décision pour justement gagner cette victoire contre le tabac. Alors, les professionnels, à partir de 2008, donc, ont un sursis, mais ils devront donc se conformer à cette loi anti-tabac. Tout à fait. On l'a vu dans le reportage, il parle d'une mesure annoncée
avant l'élection présidentielle, application après 2007. Est-ce que ça veut dire qu'on va être sur le terrain politique? Non, il y a plus important que la politique et que les élections, il y a la santé publique. J'ai parlé tout à l'heure de ces deux chiffres, 60 000, près de 6 000. Ça s'impose à tout le monde et c'est plus important que les résultats électoraux. Je crois en plus que c'est une mesure qui est très attendue parce qu'on parle aussi de la santé publique. Je vous livrerai juste une anecdote. En allant dans un restaurant l'autre jour, le responsable du restaurant me demandait si, oui ou non, nous allions prendre cette décision. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai passé l'autre jour une radio des poumons. Et le médecin, en voyant la radio, me dit « Vous êtes fumeur, vous ?» Le patron du restaurant dit « Non, j'ai arrêté, voilà 30 ans. » Ah, alors vous devez être dans la restauration. Ça m'a marqué, ce qui montre bien qu'il y a plus d'importance ces élections, mais que la responsabilité politique qui est la nôtre, qui est celle de Dominique de Villepin, nous a conduit à ne pas attendre après les élections pour engager les choses et de commencer dès le 1er février 2007. Probablement que le débat ne fait que commencer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans l'actualité de ce dimanche, cet accident sur une route nationale de Vendée, 2 gendarmes se sont tués lors d'un contrôle routier la nuit dernière. Leur voiture a versé dans le fossé. Quant à l'automobiliste qui a été intercepté quelques heures après, il était en état d'ébriété. François Privat, Alain Darigrand. Dans un virage sur le bitume, des traces témoins d'un ultime coup de frein avant le choc, violent, contre un arbre. Il est 5h30 ce matin. La voiture de la gendarmerie roulait très vite à la poursuite d'un véhicule qui venait de se soustraire à un contrôle d'alcoolémie. Il s'est avéré hélas que le gendarme Lamy était décédé sur place suite au choc très violent dans lequel cet accident s'était produit. Et le gendarme adjoint volontaire Voix est décédé quelques minutes plus tard, alors que les pompiers donc procédaient au secours. Pris en chasse par le véhicule d'intervention rapide de la gendarmerie, le fuyard emprunte alors des routes de campagne, avant de perdre à son tour le contrôle de sa voiture. L'individu est immédiatement interpellé, en état d'ébriété, puisque selon le parquet de La Roche-sur-Yon, au moment des faits, son taux d'alcoolémie avoisinait les 2 grammes par litre de sang. Il sera bien évidemment poursuivi pour les infractions suivantes: mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, conduite sans bien d'un état alcoolique et diverses contraventions au code de la route. Ce soir, l'émotion est grande chez les gendarmes de Vendée. Le chauffard, quant à lui, risque jusqu'à 3 années d'emprisonnement. Politique avec Dominique de Villepin, invité de nos confrères RTL Le Figaro. Le Premier ministre n'exclut pas d'autres candidats issus de l'UMP que Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Notre famille politique, l'UMP, apportera son soutien, et en particulier son soutien financier à un candidat, et c'est son droit le plus strict. Mais si d'autres avaient le sentiment de pouvoir jouer un rôle, de pouvoir s'engager, eh bien, ce choix pourrait être le leur. Vous évoquez le cas de Michèle Alliot-Marie, c'est une femme de grand talent qui a montré ses capacités dans le cadre du gouvernement. Moi, je respecte la liberté des uns et des autres. À Bordeaux, les bureaux de vote viennent de fermer. On saura dans la soirée si Alain Juppé a récupéré son fauteuil de maire dès le premier tour de cette élection municipale anticipée. Les Bordelais avaient à choisir entre le favori, l'ancien Premier ministre, et 4 autres candidats. Une élection qui marquerait le retour en politique d'Alain Juppé. Le taux de participation était de 44,10%, quelques minutes avant la fermeture des bureaux de vote, soit un recul de plus de 10 points par rapport à 2001. Les élections municipales en Belgique, la 2e ville du pays, Anvers, fait l'objet de toutes les attentions, mais d'après les premières estimations, le parti raciste et xénophobe de Vlaams Belang ne serait pas en mesure de décrocher la mairie. Reste que l'extrême droite est en hausse selon les premiers résultats. Christelle Bertrand sur place et Valérie Lucas. C'est une arrivée discrète, mais décontractée. Philippe de Winter, leader de l'extrême droite à Anvers, se mêle à ses militants qui le félicitent avant les résultats définitifs. 2 heures après la fermeture des bureaux de vote, les premières estimations donnent le Vlaams Belang en progression dans la majeure partie des villes de Flandre. J'ai l'impression que c'est une victoire, comme d'habitude, la 13e. À l'écart, enfermé avec son état-major, Philippe de Winter attend les chiffres pour sa ville. Pour lui, l'enjeu est de taille. Il s'agit de gagner les élections et dépasser les 35% à Anvers. Mais tant que rien n'est officiel, il laisse la parole au président de son parti. Nous fêtons une grande victoire pour le parti Vlaams Belang qui a eu des listes partout en Flandre, dans les petits villages même aussi. Et nous obtenons partout des scores extrêmement remarquables. Nous sommes le seul gagnant de cette élection. Pour l'instant, le maire de la ville, c'est lui. Patrick Janssens dirige une coalition qui fait barrage au parti d'extrême droite. Des problèmes informatiques bloquent les résultats définitifs pour la ville d'Anvers, 2e ville de Belgique. Le plat pays va devoir retenir son souffle
encore un petit peu. Après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya, l'indignation de la communauté internationale qui réclame l'ouverture d'une enquête indépendante. Le meurtre de cette reporter engagée qui dénonçait la guerre en Tchétchénie et le régime de Poutine fait craindre pour la liberté d'expression. Au Kremlin, pas le moindre commentaire, mais dans les rues de Moscou, l'émotion est vive. Anne Ponsinet, Xavier Duizet. Hier, Anna Politkovskaya devait rendre son article pour l'édition de lundi. Mais sa collègue ne l'a jamais vu arriver. Son bureau est resté vide. L'article concernait les exactions commises selon elle par cet homme, Ramzan Kadyrov, l'homme fort de Tchétchénie qu'elle dénonçait inlassablement. À la place de l'article, demain, Novaya Gazeta publiera un numéro spécial sur l'assassinat de Anna Politkovskaya. Le petit monde de la presse indépendante russe est en deuil. Et les journalistes réunis cet après-midi pour évoquer l'assassinat de leurs collègues n'attendent pas grand-chose de l'enquête ouverte par le parquet général. Ces dernières années, si on considère les dizaines de cas d'assassinat de journalistes, on peut dire que les enquêtes officielles n'ont pratiquement abouti à rien. Aujourd'hui, les policiers ont produit un enregistrement des caméras de surveillance qui montre selon eux le meurtrier. La tête dissimulée par une casquette. Aux États-Unis, en Europe, des voix s'élèvent pour s'indigner de cet assassinat et exiger une enquête exemplaire. Si les auteurs, les responsables ne sont pas arrêtés, jugés, condamnés, eh bien on peut dire que c'est le règne absolu de l'impunité. Et autrement dit, ça veut dire tout est permis. Et c'est la porte ouverte à d'autres actes, d'autres assassinats de même nature. Il y a quelques semaines seulement, le vice-directeur de la Banque centrale russe, réputé pour sa lutte contre le blanchiment d'argent, était assassiné. Il venait de mener une opération d'assainissement du secteur bancaire russe. Apparemment, aujourd'hui en Russie, on peut encore mettre sa vie en danger à vouloir défendre certains principes. Anna Politkovskaya n'était pas une personnalité très populaire en Russie. Ses prises de position étaient controversées. Mais son assassinat a suffisamment choqué pour que des dizaines d'anonymes aient improvisé au cours de la journée, au bas de son immeuble, ce petit mémorial. C'était il y a un an, un terrible tremblement de terre ravageait une partie du Pakistan dans des zones difficiles d'accès au pied de l'Himalaya. La mobilisation internationale, à l'époque, avait eu du mal à se mettre en place et c'est toujours dans cette apparente indifférence que des dizaines de milliers de personnes vont passer un deuxième hiver. Samassoula. Des bougies, des prières, au pied de ces immeubles encore défigurés qui ont englouti leurs proches il y a tout juste un an. Je suis là pour ma meilleure amie qui est morte. Voilà. Le séisme d'une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter a fait trembler tout le nord du Pakistan. En moins de 2 minutes, 74 000 morts, plus de 3 millions de personnes sans abri. Ce matin, des sirènes ont retenti à l'heure précise du séisme. 1 minute de silence à travers le pays, cérémonie dans laquelle le président Musharraf a assuré que la reconstruction serait achevée en moins de 2 ou 3 ans. Une réponse aux manifestations quasi quotidiennes dénonçant la lenteur de la reconstruction et la corruption des responsables qui gèrent les dons. Un an après le tremblement de terre, 33 000 personnes vivent encore dans des camps et sous des tentes. À Muzaffarabad, aux 3/4 détruites, l'incompréhension s'ajoute à l'impatience. Aucune reconstruction n'a commencé. On ne sait pas ce qu'on va devenir. On ne comprend pas ce que fait notre gouvernement. À Muzaffarabad, les autorités veulent appliquer un plan global respectant les normes antisismiques. Toute reconstruction anarchique est interdite. Autre ville martyre, Balakot, située sur une ligne de faille, 1 habitant sur 6 a perdu la vie. La population reconstruite ici à l'aide de bois, de briques et de tôles, contre l'avis des autorités qui préconisent de rebâtir la ville 30 km plus loin. L'hiver approche, 2 millions de Pakistanais s'apprêtent à l'affronter dans des conditions très précaires. Les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés. C'est demain pour de nombreuses facs la rentrée universitaire. Au total, près d'1,5 million d'étudiants vont reprendre le chemin des amphis. À Nanterre, les inscriptions se font encore à la dernière minute. Evelyne Goldman, José Boulestex. Nanterre, veille de rentrée. Dans cet amphithéâtre qui ne désemplit pas depuis fin septembre, on n'est pas au bout de ses peines, on attend le laissez-passer pour s'inscrire. Voilà. Nous, on vérifie s'ils ont tous les papiers pour pas qu'ils fassent une queue supplémentaire. 10 000 étudiants à inscrire en quelques jours, Nanterre subit encore le contre-coup des manifestations anti-CPE.
Donc les cours n'ont pas eu lieu pendant au moins 4 semaines, d'où un retard des examens et des inscriptions. Lettres, sciences humaines, sociales ou sport, au total 38 filières, des centaines de cours. Dans le dédale des formations, on s'inscrit certes, mais souvent sans trop savoir ce que l'on va faire. Je ne sais pas encore dans quelle option je vais aller, mais bon, ça viendra par la suite. Là, je suis en classe préparatoire, donc j'ai encore 2 ans devant moi. Lorsque le rectorat met à disposition 2 conseillères d'orientation à mi-temps pour 33 000 étudiants, on se rend bien compte immédiatement que c'est totalement insuffisant. Côté professeur, pour attribuer les heures de cours aux enseignants, il faudra attendre que tous les étudiants soient inscrits. Nous allons recruter sans doute un certain nombre de vacataires. Nous avons des demandes assez nombreuses de vacataires, donc ça ne posera pas de difficulté. Donc pas d'inquiétude, Nanterre ouvrira bien lundi, même s'il faudra encore attendre quelques jours pour que tout rentre dans l'ordre. Médecine avec l'arrivée cette semaine dans les pharmacies du vaccin contre la grippe. 11 millions de Français étaient concernés l'an dernier. Cette année, le nouveau cocktail est composé de 2 nouvelles souches sur 3. Rappelons que le vaccin concerne d'abord les plus fragiles, pour qui il est gratuit. Florence Bouquilla. Le vaccin contre la grippe, c'est comme la haute couture. À chaque début d'année, on sait quelle sera la tendance automne-hiver. Et pour cet hiver, l'OMS a décidé que 3 souches du virus composeraient le cocktail vaccinal. L'une en provenance des États-Unis, la deuxième de Malaisie et la 3e souche issue de Nouvelle-Calédonie. Le vaccin cultivé sur des œufs embryonnés sera disponible dans les pharmacies françaises jeudi prochain. L'épidémie pourrait toucher plus de 2 millions de personnes. En France, le vaccin est gratuit pour les plus fragiles. Les plus de 65 ans et les personnes souffrant de certaines affections de longue durée, comme l'insuffisance cardiaque ou respiratoire ou le diabète. Chaque année en France, la grippe tue plus de 2000 personnes. Se vacciner est donc une vraie mesure de prévention, mais de simples mesures d'hygiène réduisent les risques, comme se laver régulièrement les mains ou éternuer dans un mouchoir. Se protéger protège aussi notre entourage. L'actualité sportive est d'abord de la Formule 1, le Grand Prix du Japon avec l'abandon de Michael Schumacher. Son moteur est parti en fumée, un imprévu qui profite à Fernando Alonso et à l'écurie Renault. Florent Gautreau. Cette fumée blanche a sans doute couronné le nouveau pape de la Formule 1 2006. Et celui-là n'est pas allemand mais espagnol. 37e tour, moteur cassé pour Schumacher. L'occasion est trop belle pour Alonso qui s'envole vers la victoire et surtout vers un 2e titre de champion du monde. J'ai vu les soucis de Michael et je devenais grâce à ça leader de la course. J'en croyais pas mes yeux, d'autant que Ferrari n'a pas souvent ce genre de pépins mécaniques. Des Ferrari qui avaient tout pour gagner, les 2 premières places au départ et Schumacher en tête dès le 3e tour de course. Alonso, 5e au départ, va réaliser une superbe remontée. Il dépasse d'abord l'autre Schumacher, Ralph. Et à la sortie du premier ravitaillement, il brûle la politesse à la Ferrari du Brésilien Massa. Il est alors 2e jusqu'au malheur de Michael Schumacher. Une victoire inespérée pour Alonso et pour Renault. L'Espagnol a maintenant 10 points d'avance sur l'Allemand alors qu'il ne reste qu'un Grand Prix, celui du Brésil, dans 2 semaines. Pour devenir champion du monde, Schumacher, lui, devra gagner et espérer qu'Alonso abandonne ou finisse au-delà de la 8e place. Un dernier défi pour son dernier Grand Prix. En cyclisme, une victoire française dans le Paris-Tour. 5 ans après Richard Virenque, Frédéric Guédon a remporté la 100e édition de la classique française, longue de 254 km. Le Breton, qui fêtera son 35e anniversaire samedi prochain, avait déjà remporté le Paris-Roubaix en 1997. Sur le terrain, ils sont seuls maîtres à bord, empochent un carton rouge ou jaune. La France manque d'arbitres et dans toutes les disciplines, pas seulement au football. Aujourd'hui à Clairefontaine, 800 jeunes étaient réunis sous la houlette de Laurent Blanc, parrain de ces 5e journées de l'arbitrage. Arnaud Comte et Philippe Kérou. Elle a déjà tout d'une pro. Capitaine, numéro 5, s'il vous plaît. Pourtant, Coralie, 18 ans, arbitre depuis seulement un an. Voilà. Comme elle, ils sont 6000 chaque année à se lancer dans le métier. Coup d'œil résistant. Des vocations encouragées par les journées de l'arbitrage. Faute, penalty. Voilà. Et tu vas au point de penalty, Coralie. Coralie est aujourd'hui assistée par un arbitre international pour apprendre à bien gérer un match et à se faire respecter. C'est parfait. Au plus tu es présent à l'endroit de la faute, au plus tu vas être crédible parce que tu y es présente, tu vois. Tu es là et quand tu prends la décision, tu es à 2 mètres. Donc forcément, la décision, elle souffre d'aucune contestation.
faut essayer de rester concentré dans le jeu, les réprimander, leur parler, faire de la prévention avant de les sanctionner. Et après, ça se passe... c'est pas tous les week-ends non plus qu'on est insulté, il y a des matchs qui se passent très bien. Mais globalement, l'arbitre a du mal à se faire accepter. Parfois contesté, il est trop souvent considéré comme le gendarme du terrain. Parrain de l'opération, Laurent Blanc a symboliquement endossé le maillot noir pour combattre ces clichés. Et forcément, cet arbitre d'un jour a moins de mal à se faire respecter. Un bon exemple pour les jeunes. Il va falloir en sorte de revaloriser la place de l'arbitrage dans le sport, de revaloriser son statut et enfin de comprendre que sans arbitre, il n'y a pas de sport. Initier les enfants au ballon en même temps qu'au sifflet, c'est peut-être l'avenir de l'arbitrage. Ce week-end, 800 jeunes joueurs ont foulé la pelouse de leurs idoles à Clairefontaine. Parmi eux, 50 ont joué à l'homme en noir. Aucun carton jaune, aucune expulsion. Un bon début dans la profession. Les 100 ans des bus parisiens de l'omnibus à cheval à la première ligne qui partait de Montmartre, la RATP expose ces bus anciens qui font partie de l'histoire de la capitale et chacun de retrouver ses souvenirs d'enfance. Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Vitesse de pointe, 22 km/h. Confort minimum. Cabine du conducteur inexistante. Et pourtant, ce bus, c'est une révolution. C'est le tout premier bus parisien de 1906. Du plus vieux au plus récent, ils sont tous là. Pour l'occasion, ce collectionneur-restaurateur a sorti son TN4 B2 du garage, un modèle de 1931 qu'il a trouvé au milieu d'un petit bois. Il était dans un état quand même un peu critique. Heureusement, les personnes qui l'avaient, en fait, ils avaient fait un toit provisoire par-dessus qui l'a complètement sauvé. Dans les années 30, le bus est en plein essor. Pratique, bon marché, il se faufile dans la circulation croissante, alors que le tramway va bientôt disparaître, il gêne les automobilistes de la capitale. Pas besoin d'avoir 100 ans pour susciter l'admiration. Ce modèle-ci date de 1977, il a des nostalgiques parmi les conducteurs de la RATP. J'avais plus de plaisir à le conduire, plutôt que les nouveaux qui sont vraiment en fait un peu trop faciles à diriger. Quelle que soit leur époque, l'histoire des bus de la capitale est intimement liée à celle des Parisiens, comme a pu le constater cet éditeur d'un ouvrage de référence consacré à ce centenaire. C'est incroyable, depuis 1906, le bus a traversé des crises, les grandes guerres, l'occupation allemande, à chaque fois en trouvant une place au service du public. On le pensait sacrifié sur l'autel de la voiture toute puissante. À 100 ans, l'autobus ne fait pas son âge et il n'a pas fini de faire rêver. La fin des défilés du prêt-à-porter printemps-été 2007 sur le podium, les collections Hermès, Lacroix, Lanvin et Vuitton, avec un thème en commun, la féminité éternelle. Estelle Collin, Olivier Robert. Lanvin, c'était un peu comme la Belle au bois dormant qu'un prince charmant et charmeur, Albert Elbaz, est venu réveiller. Matière technique, toile parachute, volume chahuté, Albert Elbaz prend le large. Pourtant, ces virages esthétiques, souvent guettés comme la tendance de la saison, ne lui tournent pas la tête. Je pense que quand il y a un sort de dialogue entre le business et la création, on arrive au vrai design. Parce que le design, c'est pas l'art. Christian Lacroix est bien trop créatif pour s'enfermer. Même s'il reste fidèle à cette écriture bouillonnante, le couturier a choisi de se recentrer sur une ligne et une seule, celle d'un prêt-à-porter pur luxe. Dans la maison Lacroix, déjà, Bazar n'existe plus, le jean n'existe plus. C'est uniquement un prêt-à-porter Lacroix qu'on est en train de faire monter en gamme. On croyait que pour Louis Vuitton, l'affaire était dans le sac. C'était sans compter sur Marc Jacobs, le petit prodige du groupe LVMH, qui a réussi un tour de force. Faire d'une marque de maroquinerie une marque de mode qui compte. Nonchalance et élégance pour Hermès, avec aux commandes de cette croisière chiquissime, le couturier Jean-Paul Gaultier. Les inconditionnels d'une des plus prestigieuses maisons de luxe au monde retrouveront l'âme de la maison dans cette farandole de mousselines et de soies imprimées. Il
cette exigence que je ressentais, ce savoir-faire, et puis le fait qu'il y a déjà un style qui est précis avec des codes. Si avoir envie de créer, c'est donner envie d'acheter, alors le pari est gagné. C'est un succès et la nuit a été courte pour ces centaines de milliers de Parisiens qui participaient à la 5e édition Nuit Blanche, un record d'affluence pour cette fête de l'art contemporain. Claude Crespo, Michael Cario. Quand pour la première fois, on découvre l'art contemporain, en l'occurrence ce crâne créé à partir d'ustensiles de cuisine, mieux vaut y aller avec ses parents. Car un papa ou une maman, ça répond à toutes les questions. Bon, celles-là, à mon avis, elles sont coincées les unes avec les autres, puis après, ils vont en avoir soudé ailleurs. Là. Tu vois. Voilà, tu retrouves des points de soudure un peu partout. Ben, ça, c'est un exercice de Lego. Des corps en apesanteur dans l'eau, 35 minutes de plénitude, c'est encore de l'art. Car le bain est accompagné de musique. Métissage, mot-clé de cette biennale à ciel ouvert. La preuve, au cœur du Marais, un orchestre arabe. Et, à quelques rues de là, la musique disco ressuscitée par des drag queens. À vélo quelquefois, à pied souvent, les Parisiens n'ont pas boudé leur plaisir dans une ambiance bon enfant et marathonienne. On a commencé par le Petit Palais, le Grand Palais, ensuite la Concorde. Une Concorde toute bleue, non pas de froid, la météo fut clémente hier, mais illuminée de cette nuance cobalt si chère à Yves Klein. Et en effet, ceci nous amène à la magnifique exposition des œuvres d'Yves Klein au Centre Pompidou. Le bleu Klein a coloré les nuits blanches parisiennes. On le retrouvera sur les toiles de l'artiste, mort à l'âge de 34 ans, un peintre à l'avant-garde qui a exploré les multiples facettes de l'art. Michel Monpontet, Éric Delagneau. Donc le fond de l'air est bleu. Certains ont choisi des fusées pour aller le vérifier, d'autres des télescopes. Quelle drôle d'idée. Yves Klein, qui n'était lui qu'un artiste, le savait. La Terre est bleue. Parce que le bleu, c'est la couleur de l'espace, c'est la couleur qui s'ouvre à tous les imaginaires, celle qui se laisse faire. En 6 ans, Yves Klein a révolutionné la peinture moderne. Ce qui scandalise, c'est ce qui n'est pas prévu. Alors Klein scandalise avec ces femmes qui l'utilisent comme des pinceaux. Yves Klein crée des spectacles de son travail. Certains l'encensent, peu. D'autres ont envie de le brûler, beaucoup. Yves Klein et les éléments, l'espace qu'il veut dompter, puis le feu bien sûr. Et sur des toiles préparées, ignifugées, il capture la puissance, la couleur, le hasard des formes que lui offre le feu. Yves Klein est bien un sorcier, un alchimiste. Et donc après l'espace et le feu, vient l'or. L'or, c'est bien le métal des rêves. L'artiste, selon lui, transforme tout en art. L'alchimiste transforme tout en or, idéalement, quand il y arrive. Yves Klein, dans son esprit, voulait tout transformer en art. Dans le feu, il y a toutes les couleurs de Klein, le rose et l'or. Et ces éponges racontent pourtant son agonie, sa mort à 34 ans intoxiqué par les vapeurs de pigments. Juste la soirée avant, il avait les yeux très tristes, très profonds, très denses. Et il me disait, tu sais, je crois que je dois mourir bientôt. À l'entrée de l'exposition, on dirait sa tombe. Une tombe d'or et d'azur, et parfois, il semble nous faire un signe d'un battement. Cinéma avec L'homme de sa vie, réalisé par Zabou Bretman, une artiste complète, comédienne, scénariste, metteur en scène. Un film avec Charles Berling et Bernard Campan, où l'histoire d'un homme dont la vie va se retrouver bouleversée par la rencontre avec un nouveau voisin. Marie-Jo Jouan, Dominique Bonnet. Zabou Bretman est dans ses petits souliers, c'est l'avant-première de son film. Elle y explore une facette de la condition humaine, l'amour au masculin parce que c'est anticonventionnel et qu'elle aime titiller le spectateur. Frédéric, j'habite Hugo. Non, parce qu'avec ma femme, on voulait vous inviter à dîner ce soir, mais c'est vrai que c'est un peu à la dernière minute. On n'a pas lancé les invitations non plus. Le propos, comment l'arrivée d'un nouveau voisin peut briser l'harmonie d'un couple, passant des vacances tranquilles en famille et jeter le trouble dans leur cœur. Une réflexion sur la façon dont chacun peut concevoir l'amour.
toutes les possibilités sont là, il y a beaucoup de possibilités, et puis après tout est dans le choix, tout est dans ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, le choix, la façon dont une personne est faite ou n'est pas faite. Le choix est la grande question, et l'engagement est la grande question aussi du film. J'adore être seul, hein, ça me fait pas du tout peur la solitude. Nous on a très peur, hein. On se déplace jamais à moins de 10. Je déteste pas les groupes, mais bon, à petite dose, j'aime bien choisir quand. Mais j'aime mieux les rapports à deux comme forme d'échange. Ce que je préfère, c'est le dialogue. C'est une histoire d'amour et une histoire de l'amour. C'est vraiment on décortique l'amour, on plonge dans le phénomène amoureux. Oui, oui. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me sortir quand je te dirai que je suis pédé. C'est un film qui n'en finit pas de parler et d'évoquer les choses parce qu'il a cette délicatesse par le montage, la musique, par toutes ces images qui sont accumulées, de nous emmener vraiment quelque part en nous-mêmes. Je pense que le couple est un leurre. Et impossible de rester insensible à ces personnages tellement vrais qui se remettent en question. Et un film, ça doit être comme un caillou dans une chaussure. Si c'est le cas, tant mieux. À peine le mot se forme, que déjà il se transforme. Comme les sentiments amoureux, masculins ou féminins, et leurs dommages collatéraux suggérés dans ce film, qui prendra du temps à s'effacer de la mémoire. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, FBI, porté disparu. Excellente fin de soirée sur France 2.